Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre sur la première télévision panafricaine. Bienvenue dans la grande interview qui reçoit aujourd'hui le capitaine Amadou Aya Sanogo. Mon capitaine, bonsoir. Bonsoir. Première question, mon capitaine, quelle est votre actuelle fonction, co-président du Mali, ancien putschiste ou futur chef de l'État? Tout d'abord, merci pour l'opportunité que vous nous offrez encore une fois sur votre chaîne de télévision pour que le capitaine Sanogo, encore une fois, l'opportunité de s'adresser non seulement au peuple malien, s'adresser à la sous-région et ensuite au monde entier sur non seulement l'état actuel des choses et ensuite faire connaître davantage. Alors je vous dis qu'à l'instant où je vous parle, le capitaine Sanogo n'est pas co-président. Encore moins considéré comme ancien putschiste ou autre, c'est le militaire, le fils de ce pays, au service de sa nation, prêt à servir, c'est-à-dire cette nation malienne, là où on sollicite, dans les conditions souhaitées par le peuple malien. Et s'il s'agit de co-président, je crois qu'il y a un président par intérim, et issu bien sûr d'un accord que j'ai personnellement signé et approuvé, par le cas avec la CEDEAO bien sûr. Il y a un premier ministre avec son gouvernement. Et donc, le capitaine Sanogo n'est pas co-président. Ok, ça c'est sur le papier, mon capitaine. Mais dans les faits, comme vous l'avez si bien dit, on a un pouvoir constitutionnel en place, issu donc de l'accord cadre que vous avez signé avec le médiateur de la CEDEAO, le président Blaise Compaoré, mais un président, si vous le voulez bien, sans prérogative aucune. Et de l'autre côté, on a le pouvoir militaire qui est là, qui prend des décisions, décisions de nomination et même décisions d'arrestation des honnêtes citoyens souvent. Vous êtes plus qu'un président, non? Pour répondre à cette question, je vous dis, le comité ne prend aucune décision de nomination ou une décision d'arrestation. Alors au fait, avant qu'un gouvernement ne soit mis en place et au moment où on était bien sûr en train de faire les négociations avec la médiation de la CEDEAO, c'était très clair, c'est le comité qui était aux affaires. Et donc, pendant ce temps, le comité a effectivement eu à faire des nominations. Mais si vous l'avez remarqué, c'est sur le plan militaire. Dans le monde civil, dans l'administration, il n'y a pas un seul poste qu'on a eu à pourvoir. Mais les nominations étaient beaucoup plus sur les postes militaires. Et là aussi, la nécessité était là, c'était d'une urgence absolue. Et il fallait réellement changer beaucoup de cadres. Et je pense bien qu'en ce temps aussi, je pouvais me donner le droit de le faire parce que j'agissais en fonction d'un acte fondamental. Et ensuite, concernant les arrestations, je tiens à préciser, tout ce qui se fait domaine militaire ou sécuritaire, alors on pourrait se dire que oui, ça vient du comité. Naturellement, parce que le comité est constitué de quoi? De militaires, de gendarmes, de policiers, de protection civile, c'est tout un ensemble. Donc même si tout de suite la gendarmerie, dans toute la légalité, est appelée ou saisie pour saisir quelqu'un, on ne verra même plus cette gendarmerie, on verra directement le comité de Kati, ça ne vient pas de nous. Si vous permettez, on reviendra sur la question des arrestations. Mon capitaine, qui dirige réellement aujourd'hui le Mali? Le Mali est dirigé par un président par intérim, un premier ministre avec son gouvernement, une assemblée est là, ce n'est pas le comité qui dirige le Mali à l'instant où on parle. Est-ce qu'ils ont réellement les coups de franche? Je suis quelqu'un qui a promis au peuple malien de laisser les mains libres à tout un chacun dans sa position de leadership. Votre influence effraie jusqu'au palais de Koulouba. Peut-être, ça peut être une présomption ou une appréciation, une interprétation de la chose, mais ce n'est pas la volonté du capitaine. Mon capitaine, qu'attendez-vous pour rejoindre les casernes après la signature donc de l'accord cadre, disons le rétablissement de la Constitution et des institutions républicaines, le 6 avril dernier? Qu'attendez-vous pour rejoindre les casernes, votre milieu naturel? Après la signature d'un accord cadre, vous convenez avec moi que l'accord cadre a été signé. Mais même dans son application, vous avez vu que l'autre jour, il y a eu défaut. Et c'est un accord cadre définitif d'abord. Puisque dans cet accord cadre, on doit convenir sur des points. Le comité, la CEDEAO. On n'aime pas arriver à là d'abord. Et vous trouvez que c'est un accord cadre terminé pour que on dise aux soldats de rentrer, c'est un peu difficile. On reviendra sur la question de l'accord cadre, mais votre ingérence dans les affaires publiques aujourd'hui peut être considérée comme une violation de la Constitution du 25 février 1992, le savez-vous?
Je vous dis qu'on ne s'ingère pas dans la vie publique. Mais il faut reconnaître une chose. Ce comité a été l'acteur qui a pris le risque pour briser quelque chose qui n'allait pas. Et ensuite, on est juste à un début de mise en application, de mise en place de certaines institutions et autres. Vous pensez très bien qu'après tout ça, les gens vont nous voir juste complètement à côté. Même si ce n'est pas notre intention, le comité ne peut pas être vite oublié en 40 jours. Et c'est peut-être ce qui fait ça, mais le capitaine n'influe sur personne. Est-ce que c'est parce que le pouvoir militaire a plutôt peur pour, un, sa sécurité et deux, pour ses propres intérêts, que vous restez encore puissant dans le pays? Nous ne défendrons jamais des intérêts personnels, puisque nous savons que ce pays qui est le Mali a besoin d'une armée forte, structurée, et qui est quand même en mesure de défendre l'intégrité territoriale et de la défense des personnes et de la sécurisation de leurs biens. Donc nous ne défendons pas d'intérêt personnel, mais encore une fois, on veut une armée forte, une armée opérationnelle au service de ce peuple malien. Au-delà des 40 jours constitutionnels, qui sera le président du Mali? Ça sera défini dans les négociations, conformément à l'accord cadre entre le comité et la médiation de la CEDEAO. Selon des indiscrétions qui me parviennent en tant que journaliste, vous auriez dit, après les 40 jours, je prendrai mes responsabilités. Est-ce qu'il faut comprendre par là que vous allez bouter les politiques dehors et prendre le pouvoir? Oh non, c'est très loin de mes intentions. Mais quand je dis prendre mes responsabilités, effectivement, je l'ai dit dans la conférence de presse, parce qu'on est convenu sur un accord. Et dans cet accord, il est prévu que le président par intérim soit là, il est prévu la formation d'un gouvernement, d'un premier ministre avec plein pouvoir, une assemblée qui demeure. Mais comme je vous l'ai encore dit, à un moment donné, vous savez ce qui se passe, la CEDEAO a fait fi de cet accord pour aller décider unilatéralement. Et alors, c'est pourquoi je l'ai dit, le président par intérim, naturellement, c'est dans l'accord, il va faire ses 40 jours. Et ce n'est pas une personne ou une autre visée, mais je dis bien président de la République par intérim, il va faire 40 jours. Le gouvernement sera en place qui continue. Après les 40 jours? Après les 40 jours, je dis encore, c'est prévu dans l'accord cadre. Nous devons nous asseoir, décider bien sûr avec la CEDEAO, conformément à l'accord que j'ai signé, pour enfin convenir sur quelque chose qui va faire bouger tout Mali. Parce que nous, notre priorité, c'est quoi? Au fait, je peux dire tout ce processus nous a même fait perdre du temps. Parce que moi, ma priorité, c'est le Nord. On y reviendra. Ma priorité, c'est le Nord. On abordera donc cette le question. géopolitique, quand je parle de prise de responsabilité, c'est prise de responsabilité par rapport à un accord qui est signé. Okay. Si donc vous n'allez pas revenir au pouvoir? Ça, je ne saurais le dire. Si, en fonction de l'accord, ils décidaient ou le peuple malien voulait de moi, pourquoi pas? Je suis fils de ce pays. Mais si ce même peuple ne veut pas ou veut que le capitaine s'abstienne à une position, pourquoi pas? Je dis encore, le capitaine n'a pas une idée pouvoiriste derrière. Je suis venu pour une mission et je compte réellement accomplir cette mission et m'en aller. Mais quand vous parlez du peuple, il y a de quoi s'inquiéter parce que le peuple, souvent, quand on voit les foules qui se lèvent pour soutenir, en réalité, on peut les confondre avec le peuple. Mais il y a une constitution souveraine qui est l'émanation de ce peuple souverain qui dit, en cas d'empêchement ou de vacance de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim. Est-ce que même si demain vos partisans sortent dans la rue pour vous réclamer après les 40 jours, vous entendez revenir? Ça, je ne saurais le dire. Mais de toute façon, encore une fois, c'est la volonté du capitaine du comité, avec la CEDEAO, qui a fait qu'un président par intérim, conformément à une constitution, est sur place actuellement pour 40 jours. Ensuite, un gouvernement avec un premier ministre de plein pouvoir, c'est signé conformément à un accord encore du comité. Donc cela doit quand même montrer une position du capitaine, ce qu'on voulait ou ce qu'on ne voulait pas. Vous avez l'air d'être beaucoup déçu des politiques. Vous en parlez très souvent en privé. Le confirmez-vous? Comment le saurez-vous si j'en parlais en privé? Je suis journaliste d'investigation. Ok, je vous confirme que ça ne se passe pas. Je n'ai rien contre le politique. Non, je n'ai pas dit que vous avez quelque chose. Vous êtes déçu de leur façon de faire. Être déçu, c'est un peu trop. Mais ce que je peux dire quand même, je suis déçu de certaines personnes. Que ce soit de la classe politique, de l'administration, de la chaîne militaire. Tout Malien qui a contribué à détruire ce pays aujourd'hui m'a réellement déçu. Et je ne le comprendrai jamais. Et même de la CEDEAO, vous êtes déçu aussi de la façon de faire de certains chefs d'État? Oh non, les chefs d'État, franchement, j'ai beaucoup de respect pour eux en tant que citoyen d'abord. Et ensuite, de deux, en tant qu'Africain, j'ai beaucoup de respect pour tout chef d'État de
quel pays que ça. Et ensuite, du côté de la CEDEAO, aucune déception. C'est des phases de négociation. Il y avait un accord qui était là. Si à un moment donné, pour des raisons, la CEDEAO a décidé de façon unilatérale, j'ai juste dit non, revenons à quelque chose qui est convenu et pour décider de la chose de façon bilatérale. Et je crois bien les premiers signes quand même après le sommet de Dakar montrent qu'ils ont compris mon message. Et encore une fois, je l'ai dit, je les remercie de toutes les décisions prises et je considère beaucoup ça, je prends acte. Mais quand même, nous restons encore ouverts à la suite des négociations conformément à l'accord qu'on a eu à mettre en place déjà pour le bien encore de ce peuple malien, parce que c'est tout ce qui compte pour moi. Justement, quel est votre regard sur les dernières conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Dakar? Bon, j'ai compris que la CEDEAO entend bien sûr dans le cadre de trouver une solution de sortie de crise pour le pays, revenir encore, d'avoir les émissaires. Je vous dis, hier seulement, ma délégation est revenue du Burkina et je compte recevoir encore les émissaires de la CEDEAO sous peu, dans les jours prochains. Et juste pour partir dans le même ordre d'idée, il s'agira bien sûr de mettre en place, c'est-à-dire tout ce qui est convenu dans l'accord cadre, et pour que ce pays-là enfin se retrouve ou démarre et qu'on fasse vite action sur les priorités de ce pays, à savoir encore d'abord nos citoyens du Nord qui souffrent. Deux des grandes décisions prises à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Il s'agit donc de la prolongation de la transition, une année, dirigée par le président intérimaire, Diongouna Traoré, l'envoi d'une force de la CEDEAO si le Mali venait en faire la demande. Êtes-vous d'accord? Pour ce qui concerne l'intérim, je vous dis, hein, ce n'est pas une personne que moi je vois, mais moi je vois plutôt une structure. Donc, prolonger la durée de la transition, moi j'attends réellement, c'est-à-dire quand on va finaliser pratiquement tout ce qui est convenu dans cet accord, il va en découler beaucoup de choses. Et, comme on le dit si bien, pour ce qui concerne l'envoi des forces, je le dis, le Mali, au moment où les rebelles, les islamistes surtout, c'est ce qui réellement est la clé suprême du Nord, faisaient leur avancée pour des raisons ou une autre. J'ai crié sur tous les toits pour demander à cette même Union africaine, j'ai demandé particulièrement à certains chefs d'État de personne à personne, de l'oublier le côté politique d'abord et d'aider le Mali à finir ce problème. Et ensuite, on a le temps. Il y a le temps pour la négociation, mais il n'y a pas le temps quand même pour une arme qui crépite. Mais malheureusement, on en est là, il n'y a pas de problème. Je blâme personne, je reproche personne. Mais à cette phase du jeu, il faudrait reconnaître que j'aurais besoin des troupes, j'aurais besoin du matériel de la CEDEAO. Les hommes aussi? Les hommes et le matériel, je peux avoir besoin. Mais ça dit, c'est à nous, en fonction de la réalité terrain, d'exprimer des besoins et de préciser quand même où est-ce qu'on a besoin de et quand. Mais parce que la première fois, le problème est parti d'où on envoie des forces pour comment dire, sécuriser les gestions de la transition. Et alors que vous êtes Bamako, il n'y avait pas de problème. Le gouvernement, il travaillait. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Et même maintenant, je crois que c'est terminé. Avant cette question, vous avez dit que vous aviez crié à l'époque sur tous les toits, mais personne ne vous a écouté. Mais la CEDEAO et les autres organisations internationales tiennent à des principes quand même démocratiques. Et elles avaient exigé le rétablissement d'un pouvoir légitime, donc on ne pouvait pas vous soutenir parce que vous êtes un militaire au pouvoir. Mais vous pensez qu'après un coup d'État, 2 semaines après, et le Mali n'est-il pas un exemple à l'heure actuelle? Mais ça dépend de là où on se situe. Et ça, c'est mon interprétation aussi. Mon capitaine, parlons toujours de cette question de la CEDEAO. La CEDEAO dit, si le Mali en fait la demande, on enverra une troupe pour libérer le Nord. Qui doit faire cette demande exactement? Actuellement, il y a un président de la République par intérim. Il y a un Premier ministre. Il y a un ministre de la Défense. Il y a toutes les structures. Si l'armée exprime le besoin tout de suite, en fonction de la réalité terrain, il se pourrait bien qu'on ait besoin des hommes. Il se pourrait bien qu'on ait besoin du matériel. C'est en fonction d'une réalité qu'on exprime des besoins. Et on souhaiterait avoir ces besoins là où on veut et au moment où on veut. C'est aussi simple. Donc vous n'allez pas vous opposer à ce que demain, le président intérimaire fasse la demande de l'envoi de troupes? À l'instant où je suis, le comité ne peut même pas s'opposer. Le comité ne peut pas s'opposer. Mais moi, mon truc est que la première décision n'était pas en rapport avec l'accord que nous avons eu à signer.
Et ça, je ne saurais le permettre. Certains leaders politiques, non des moindres, Ibrahim Boubacar Keïta du RPM et même certains Maliens s'opposent à l'envoi de forces étrangères pour libérer le Mali. Ils voient en cela une humiliation de l'armée malienne encore pour une deuxième fois. Et Ibeka dit en des termes clairs, il revient à notre armée de libérer notre pays. Il ne revient pas, ce n'est pas le travail de la CEDEAO ou de forces étrangères. Quel est votre point de vue? C'est mon point de vue est clair là-dessus. Je vous dis, j'ai le matériel adéquat tout de suite. C'est-à-dire, nous avons encore des hommes valables. Il y a le potentiel humain, ça ne manque pas. Mais il n'y a pas la structure. Et donc, ce qu'il a dit, j'y adhère effectivement. J'ai plutôt besoin de matériel tout de suite, finaliser ce travail que d'hommes. On en a assez. Mais la question se pose aussi, lorsque vous dites que vous avez des hommes, j'imagine que vous avez fouillé les stratégies de guerre, les stratégies militaires. Et des éléments sont essentiels au front, le moral, le mental de la troupe. C'est vrai, il faut de l'armement, il faut la connaissance du terrain, mais ce qui a réellement manqué à l'armée malienne, c'est le moral. Les jeunes, ils ne sont pas faits pour combattre, ils ont fui le front. Est-ce que vous pouvez compter sur ces mêmes éléments encore pour les renvoyer au front? Est-ce qu'ils vont partir? Pendant tout mon temps de service, je n'ai jamais vu un moral si haut de la troupe malienne. Ok. Vous avez réussi à remonter le moral? On a réussi. Okay. Comment vous avez fait? Par les méthodes et les principes nécessaires. Pour faire remonter le moral. Le moral est réellement au top actuellement. J'ai plus de volontaires pour monter que des gens qui viennent me dire de trouver une solution pour les soustraire des opérations. Et là, ça me rend heureux. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose que j'aurais souhaité avoir pour cette armée depuis. Et plus les moyens d'accompagnement, vous avez encore une armée nationale et républicaine prête à accomplir sa mission. Mon capitaine, je ne vous apprends rien. Vous le savez bien que les conditions de recrutement et de formation des militaires maliens, ces 15 dernières années, laissent à désirer. L'armée a été politisée, ne devient militaire que le jeune qui a échoué, qui n'a pas d'emploi, pour lui participer à son insertion. On dit, bon, aidez-moi à le mettre dans l'armée. Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui sont faits pour la guerre? C'est vrai, ça s'est passé. Et c'était partout. Il fallait avoir de l'argent pour se faire recruter. Il fallait avoir un parent puissant pour pouvoir t'injecter dans le truc. Mais, je dis encore une fois, tout cela appartiendra désormais au passé. La nouvelle forme militaire sur laquelle nous voulons nous baser pour que cette armée soit réellement républicaine au service de la nation malienne. Et je vous dis déjà, que ce soit les éléments recrutés d'une manière ou d'une autre, on est quand même parvenu en si peu de temps à rehausser le moral. Et on est en train de mettre tout en œuvre pour remettre quand même ces gens-là à niveau. Au même niveau que les autres qui avaient quand même cette valeur. Et pour qu'on ait une armée, c'est-à-dire homogène et réellement républicaine, et prête à servir ce même Mali, là où le pays aura besoin d'elle. Aujourd'hui, le problème de matériel se pose, vous le savez mieux que moi. Il n'y a même pas de munitions. Bon, je n'ai pas dit il n'y a même pas de munitions, il y a très peu de munitions parce que en 24 heures, 48 heures, les jeunes qui ont voulu fêter votre ascension au pouvoir ont tiré les balles en l'air et il n'y a même pas de munitions. Comment comptez-vous? À l'instant T, il y a des munitions, il n'y a pas de munitions, c'est que les militaires m'obligent. Mais tout qu'on fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des munitions ou il y a ceci ou cela en cas de besoin. Mon capitaine, rétablir l'intégrité du territoire malien, restaurer l'État, voilà quelques, on peut les qualifier de nobles ambitions, qui vous animaient à la prise du pouvoir le 22 mars dernier. Mais plus d'un mois après, beaucoup de Maliens sont sceptiques. On a le sentiment que le Nord, ce n'est même pas votre souci. L'essentiel du travail, de la bataille se mène à Kati et à Bamako pour le contrôle du pouvoir. Les Maliens se disent, avez-vous oublié le Nord ou avez-vous en temps changé d'objectif, mon capitaine? Vous savez, depuis le premier jour ici, mes objectifs n'ont pas changé et ne changeront pas. Si vous voyez que je suis parvenu à faire très vite assez de sessions pour convenir à un accord de mise en place d'un gouvernement, pour laisser l'ensemble économique, pour qu'il y ait un président par intérim conforme à tout, c'était pour mettre justement, c'est-à-dire un terme à beaucoup de suspicions et faire face à ma priorité.
Mais je ne vous apprends pas tout ce qui s'est passé par-ci, par-là, côté CEDEAO, côté négociation, et aussi quelques frères qui, pour des raisons ou autres, ont encore essayé de ralentir tout un processus, parce que ça aussi, ça fait partie du jeu. Tout le monde n'aime pas ce Mali. Et ce n'est pas tout Malien qui veut, c'est-à-dire l'intégrité territoriale de ce pays-là. C'est encore au moment où on a fini avec une étape, au moment où on s'apprête à faire face à une autre étape, ça ne doit pas être le moment, ni la période, pour qu'un Malien mal intentionné engage des mercenaires, paye d'autres citoyens pour prendre des armes contre cette même armée ou contre ce même peuple malien. Vous faites alliance aux affrontements qui ont eu lieu ces derniers temps entre vos hommes et l'ex-garde présidentielle, les bérets rouges comme on les appelle ici, c'est ça? Oui. Ce n'était ni le moment, ni l'heure. Malgré qu'on a pris toutes les dispositions nécessaires, toutes les sensibilisations possibles, toutes les missions possibles, pour qu'enfin qu'on soit une seule armée. C'est ça le Mali a besoin. Mais malheureusement, pour des raisons ou d'autres, manipulés par certains ou d'autres, alors ils n'ont pas compris le message, ils sont tentés. Mais Dieu merci, on a très vite mis un terme au problème. Et encore une fois, votre armée et forces de sécurité s'apprêtent le plus vite que possible, parce que c'est une urgence, à faire face à la mission régalienne. Mon capitaine, ce discours sur l'envoi de mercenaires présumés sur le sol malien pour attenter à votre vie, on a vu ces temps-ci, la fibre de la xénophobie a été exacerbée, a été brandie. Beaucoup s'inquiètent parce qu'on a vu ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Ça a commencé comme ça, c'est des étrangers. Et c'est grave parce qu'au Mali, c'est le seul pays où on ne parle pas d'étrangers. C'est l'un des rares pays sur le continent où le mot étranger n'existe pas. Et certains se disent que vous êtes en train de jouer sur cette fibre pour avoir une certaine légitimité auprès de l'opinion. Qu'est-ce que vous pensez? Et je vous dis, le Mali restera encore l'un des rares États africains à ne pas connaître ce problème. L'action s'est passée. Vous savez, nous ne sommes pas là pour des trucs xénophobes. Non, non, pas du tout. Mais je vous dis quelque chose. L'action militaire s'est passée. On a pris des éléments avec armes sur le terrain qui nous ont physiquement attaqués. Dans ça, que vous soyez de n'importe quel pays, plus les soldats maliens qui ont eu à le faire, on les a traités de la même façon. Vous avez des preuves matérielles qui avaient... On a des preuves matérielles sur le terrain. On a des preuves matérielles. Tout ce qu'il faut pour confirmer qu'effectivement il y avait ça. Mais au-delà de ça, le Sénégalais il vit dans son quartier même demain. La Guinée, le Burkina, tout le monde, tout Africain, d'où que vous soyez, vous êtes au Mali ici, soyez sûr que vous pouvez rester là où vous êtes, vivre librement. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, nous ne sommes contre aucun étranger. Au contraire, j'encourage toujours mes soldats, primo, à ne pas procéder à des arrestations, parce que ce n'est pas leur devoir. Les forces de gendarmerie ou les forces de sécurité spécialisées ou aptes à faire ce métier, je leur dis toujours, si vous recevez instruction de votre chaîne de commandement, parce qu'au fait, je n'ordonne même pas d'aller arrêter quelqu'un, je ne l'ordonne pas, il y a quand même toute une structure légale, et si vous devez arrêter quelqu'un, faites tout pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Justement, une parenthèse sur cette question, c'est vrai qu'il y a eu des arrestations, mais souvent, des gens qui ont été arrêtés se retrouvent souvent devant vous, vous n'êtes même pas au courant. Et il y a beaucoup qui m'en parlent. Ils disent qu'il y a des abus de pouvoir quelque part. Est-ce que cela veut dire que vous ne contrôlez pas l'ensemble de la situation? Puis il y a des gens qui peuvent se permettre d'aller arrêter sans que vous ne soyez au courant. Personne n'arrête sans que je sois au courant. C'est des interprétations. C'est des interprétations. Je vous dis encore une fois, le comité n'arrête pas. Mais une fois qu'un acte se passe au Mali, c'est des gens, les interprétations diffèrent. Chacun peut voir la chose en sa façon. Mais quand même, le comité n'arrête personne. Justement, on revient à la question des affrontements ces temps-ci. Dans la réplique, dans ce que vous appelez, dans le jargon militaire, un nettoyage, il y a eu des bavures, il y a eu des dérapages, il y a eu la terreur qu'on n'a jamais vue au Mali, des informations sûres, des coiffeurs, des simples coiffeurs qui sont d'autres nationalités ont été arrêtés. Des pêcheurs sur le fleuve Niger, certains ont été tués parce qu'on les a confondus avec des bérets rouges. Et la terreur continue d'être sémée dans ce pays. Le savez-vous? Je vous dis d'ores déjà que
Ce n'est pas le cas. Le soir de l'action, pratiquement la population n'était pas haute. Alors c'est tous les éléments, que ce soit du régiment, que ce soit, c'est-à-dire les mercenaires qui combattaient à côté d'eux, c'est à part ces premières attaques et représailles. Et pratiquement le lendemain matin, on ne cherchait personne d'autre. Mais j'ai seulement dit, puisqu'on a tout mis en place, on n'a pas procédé par tous les moyens pour que cela n'arrive pas, il faut fermer les deux camps. Et l'opération, je vous dis déjà, l'opération militaire s'est passée entre le début et à 06h, j'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas un coup de feu à Bamako. Mais n'oublie pas, il y avait encore quelques-uns parmi eux qui partaient. Et si la phase militaire a échoué, il faut semer la terreur au niveau de la population. Le Premier ministre a parlé, le ministre de la Sécurité intérieure il a intervenu sur les chaînes. Ce n'est pas nos hommes, ce n'est pas les militaires. Quelqu'un a pris l'arme, il voulait porter atteinte à ma vie, essayer de mettre encore en retard tout le processus qu'on a eu engagé. J'ai vite mis un terme à ça et voilà tout. Et où en êtes-vous aujourd'hui avec cette phase de sécurisation du pays? Bon, la phase de sécurisation du pays, il y a un ministre de la Sécurité intérieure. Sur le plan militaire, il y a un chef d'état-major général des armées. Donc pratiquement, je ne prends aucune décision pour gérer ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus désormais de postes de résistance? C'est au chef d'état-major général de le dire. Les bérets rouges, quel sera leur sort désormais? Ben, après l'action, il y en a qui n'ont pas participé. Et je crois bien que le chef d'état-major général leur a demandé de rallier les brigades de gendarmerie et de se rendre. Ils se rendent, les enquêtes sont en cours par les services spécialisés. Et le ministre de la Sécurité intérieure a eu à instruire pour qu'il y ait quand même une enquête. Ils sont là-dessus. On ne me rend pas compte, je suis au courant de rien. Franchement, je suis au courant de rien de ça. Et ensuite, le chef d'état-major général, avec les forces qu'il a à Bamako, essaie de procéder à des patrouilles, sécuriser encore les endroits beaucoup plus. Et si, par exemple, ils nous sont reprochés, on ne leur reproche rien, et on compte les réutiliser autrement. Comment faire pour récimenter, pour avoir la cohésion au sein de ces forces qui sont appelées à aller libérer le Nord? C'est aussi simple que ça. L'armée, vous savez, j'aime pas de politique dans la vie militaire. Ceux qui ont tiré, on leur a tiré dessus. Ceux dont on a pris, ils sont au niveau de la justice, le processus normal sera fait. Et une fois qu'ils seront coupables, vous les verrez dans vos prisons là-bas. Ceux qui ne sont pas concernés seront réinsérés dans nos unités de combat et on va combattre demain s'il le faut ensemble, côte à côte. Il n'y a pas de politique. C'est aussi simple. Tu es soldat ou tu ne l'es pas. Et je vous donne l'exemple. Le jour où on a posé notre acte, c'est les mêmes éléments de la garde présidentielle qui étaient la première opposition. C'est qui est naturel. Parce que leur mission, c'est de défendre le chef. Mais malgré que tout ça a échoué, je leur ai notifié. Maintenant, c'est fini. Mettez ça en arrière. C'est une seule armée. On vivait ensemble. On se téléphonait, on se voyait. Malgré que je sais que c'est celui-là que j'ai vu au cours de la résistance. Mais on oublie. Est-ce que tout peut redevenir à la... Le plus vite que possible. Je dis bien, s'il n'y a pas de contexte politique dans l'armée, c'est-à-dire même cet incident ne serait pas intervenu. Donc il y a une manipulation des politiciens. Manipulation, ça je ne le cache même pas. Des politiciens au niveau national? N'importe où. Pas politiciens seulement, mais il y a quand même des manipulations externes. Vous avez des preuves palpables? Preuves palpables. Okay. Et j'informerai le monde à temps réel. Mon capitaine, revenons sur la question des arrestations. On a vu récemment plus d'une vingtaine de personnalités, dont des leaders politiques, ont été arrêtés. On peut le dire de façon arbitraire, on peut le dire. Qu'est-ce qui vous donne le droit de procéder à leur arrestation? Encore une fois, le capitaine n'arrête personne. Vous savez, il y a un moment, je suis sorti à la télé pour mettre en garde ceux qui avaient de mauvaises intentions. Et ensuite, demander à la population malienne alors de nous venir en aide, c'est-à-dire de signaler tout ce qui sera vu ou su à travers la population, c'est-à-dire de malversation ou des personnes c'est-à-dire dont tu n'as jamais vu. Ça peut être un Malien comme un étranger. Hein. Il ne s'agit pas seulement de dire, ah d'accord, celui-là il vient d'un autre pays, je l'ai vu, je le signale, non. Mais les Maliens qui a quand même une attitude bizarre à côté de toi, ça peut être une menace. Signaler aux autorités. Parce que ça là déjà, on avait les premiers éléments, on savait que ça allait venir. Mais chaque fois que quelqu'un est interpellé par les forces de gendarmerie ou la justice, et pour juste demander, ou bien par exemple essayer de débuter comme une enquête, ou on crée au scandale. Et voilà le résultat. Si on m'avait laissé faire par les structures que j'avais désignées pour ça, peut-être que ça là, ça n'allait pas arriver à Bamako.
Il y a un dont le cas est singulier par la fréquence de ces arrestations, 3 fois en moins d'un mois. Je fais allusion à l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé. Qu'est-ce qui justifie ce qui est convenu d'appeler l'acharnement contre ce grand commis de l'État? Je m'en vais vous dire, hein. Primo, ce n'est pas le capitaine. Modibo est là où il doit être, par les structures spécialisées. Mais je crois bien vous dormez chez vous. On ne vous a pas arrêté 3 fois. Si Modibo a arrêté 3 fois, c'est qu'on lui reproche quelque chose. Je dis bien on lui reproche. C'est aux structures spécialisées de prouver ou pas. Et dans le cas contraire, il sera libre comme tout autre citoyen. Mais je dis citoyen malien ou toute personne vivant dans ce pays, sans exception aucune, sans exception, vous êtes coupable d'une malversation contre ce pays, d'un coup bas contre ce pays, ou avoir contribué de loin ou de près, et que les services spécialisés fassent la preuve, au fait, vous allez partir. Ça, c'est non négociable. Personne, aucun Malien, aucune personne ne viendra foutre, c'est-à-dire s'aimer le trouble ou mettre ce pays-là encore en arrière. Vous savez, on commence à connaître une avancée. C'est là où l'union est nécessaire. On n'a pas besoin de considération personnelle. On n'a pas besoin de considération politique, ni aucune autre considération. C'est-à-dire les Maliens comme un. Mais ce n'est pas le moment, je dis encore, où des Maliens sont en mesure d'aller payer des armes et recruter des mercenaires pour venir tuer le même citoyen malien pour des fins personnelles. S'ils le faisaient pour la cause du Mali, pourquoi ne pas nous donner de l'argent tout de suite, capitaine Sanogo, payer des mercenaires pour aller vous battre au nord? Ça, je me rendrai compte que c'est des citoyens maliens. Si vous voyez quelqu'un appelé ou quelqu'un arrêté par les services, et vraiment je demande que le peuple malien, que le monde entier nous entende, parce que la preuve était là déjà, de laisser les services spécialisés faire leur travail. C'est pour le bien de ce même pays. Justement, que lui reproche-t-on? Je ne saurais le dire. Mais vous parlez de justice, des gens qui vont passer devant la justice. Est-ce que ce n'était pas mieux de laisser à un pouvoir démocratique lancer des poursuites contre ces gens? Si je devrais m'asseoir pour attendre un pouvoir démocratique pour le faire, on viendra m'égorger dans ce bureau. Non, ça va pas arriver. Non, mais ce qui s'est passé, c'est parce que j'ai eu quand même le tact nécessaire, les hommes dévoués pour parer à ça. Est-ce qu'ils ont entendu un pouvoir démocratique? Je ne me laisserai pas avoir. Parce qu'encore une fois, le capitaine n'a pas posé ce acte pour sa propre personne. Je n'ai pas posé ce acte, je n'ai pas posé cet acte pour juste une armée ou une personne, quoi que ce soit. Je l'ai dit, pas de politique derrière, ni d'argentier derrière moi. Le jour où j'ai posé mon acte, je me suis assumé. Et c'est pour le bien de ce pays et je ne permettrai à personne, je dis bien personne, pour remettre ça en cause. Et je compte sur le peuple malien, sur toute une opinion, de nous aider dans ce sens. Pas pour le capitaine, pas pour l'armée, mais pour le bien du peuple malien. C'est ça ma priorité. Et pendant qu'on perd le temps sur ça, on a encore nos frères qui nous attendent. Ça, c'est ma priorité. Juste, dernier sujet sur ce volet. Soumaïla Cissé de l'URD a été violemment tabassé, grièvement blessé. Il a été évacué sur Paris. C'est un monsieur qui n'a pas participé à la gestion de ce pays ces 10 dernières années. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ce n'est pas le comité non plus. Il y a des trucs qui se passent à Bamako. Vous convenez avec moi que ça, c'est des règlements de compte entre citoyens. Ce n'est pas le comité. Ces règlements de compte, vous en parlez, ça existe même au niveau de la police qui est désormais minée par une sorte de bicéphalisme syndical. Vous avez des informations. Et il y a des gens, il y a un syndicat qui se réclame de vous et qui se permet d'aller arrêter des gens au niveau de la police ou des citoyens lambda. Qu'est-ce que vous en dites? La police, je vous dis, mes premières semaines ici, je les ai tous appelés. Je connais un seul syndicat à la police. Parce que c'est ça les policiers eux-mêmes. Je dis, donnons l'opportunité, c'est-à-dire à l'acteur concerné de s'exprimer. J'ai appelé les membres de la police, j'ai dit d'accord, tout ce que je veux pour un départ à tout, oubliez tout ce problème de multi-syndicats, venez à un seul syndicat. C'est à travers ça que vous pourrez mieux vous faire entendre. Mais le reste des jeux internes, un syndicat appartient à Sanogo, un syndicat... Non, Sanogo a trouvé qu'il y a des syndicats à la police. Aucun syndicat n'appartient à Sanogo. Et Sanogo ne s'appropriera d'aucun syndicat. Pour moi, la police, c'est une police nationale, une police unie des fils de ce pays pour le service de la nation. On va parler du nouveau gouvernement. À la formation de ce gouvernement, pro et anti-push ont crié « Oh, ce n'est pas un gouvernement consensuel ». Que leur diriez-vous? Je n'ai pas formé le gouvernement, moi. Il y a eu un gouvernement issu de l'accord cadre. Un premier ministre désigné avec plein pouvoir, il a formé son gouvernement. Et maintenant, le reste, c'est des interprétations. Mais vous avez donné des hommes quand même. Mais je pense que c'est quand même un gouvernement. Je dis, les fils et filles de ce pays, intègres de ce pays-là ne manquent pas.
Donc il y a quand même un groupe, parmi encore des intègres, je dis bien, parmi encore des vrais loyalistes, parmi encore des gens qui veulent le bien de ce pays. On a pris un groupe parce qu'un gouvernement, c'est quand même réduit. Donc il y a quand même un groupe qui a été commis pour les affaires de l'État, c'est tout. Je n'ai pas formé le gouvernement. Non, mais la question est de savoir, les gens disent que ce n'est pas un gouvernement consensuel, aussi bien la classe politique que la société civile. Ça, je ne saurais le dire. Ça peut jouer sur l'équilibre national, non? Mais moi, je pense que l'heure n'est plus à un gouvernement par-ci, par-là, mais l'heure à un gouvernement capable, c'est-à-dire d'assumer les fonctions, d'assurer les besoins, c'est-à-dire de prendre des décisions dont ce peuple a besoin aujourd'hui. Qu'on oublie un peu les considérations personnelles. Qu'on voit le Mali. Vous êtes arrosé de la part du Lion, on peut le dire, avec des portefeuilles de souveraineté, notamment la défense, l'intérieur et la sécurité. Pourquoi voulez-vous contrôler ces ministères-là? Ce n'est pas une volonté de contrôle. Et d'ailleurs, je ne me suis pas l'approprié. C'est des citoyens de ce pays. Il fallait quand même des porteurs d'uniforme. Et ils ont été le choix du Premier ministre. Mais en envoyant un militaire, par exemple, à l'intérieur où il doit gérer, à l'administration territoriale, où il doit gérer les élections, il y a problème, non? On peut dire que désormais, celui qui devait être présent, il faut qu'il soit dans vos bonnes grâces. Malheureusement, que personne ne compte sur mes ailes ou appuis. Je ne me mêlerai pas de ce jeu. J'ai ma priorité. Votre priorité, c'est quoi? C'est le Nord. Et des voix s'élèvent aujourd'hui pour réclamer la formation d'un autre gouvernement. Que leur direz-vous? Ça, je ne me mêlerai pas dedans. C'est pour nous mettre à l'état. Encore une fois, je demande aux Maliens de venir ensemble là, faire face. Il y a des frères nous attendent. La démocratie malienne était citée en exemple dans une Afrique où les dirigeants, nos démocrates se caractérisent par leur pouvoir et leur mandat illimité. Le Mali était un bel exemple. Désormais, les Maliens marchent à la tête baissée à l'étranger parce qu'ils sont comme n'importe quel autre Africain encore. Ils n'ont plus leur fierté, ils ont honte parce que leur pays, qui était un exemple acheté, est-ce que vous n'avez pas de remords en pensant que vous êtes finalement l'auteur de leur honte? Je vous dis, c'est maintenant que le Malien doit me lever la tête. C'est maintenant que le Malien doit être fier. Parce que la démocratie n'était que de coquilles. Une démocratie ne se passera jamais sans une armée forte et républicaine. On ne l'avait pas. Une démocratie il n'y aura pas de démocratie avec, c'est-à-dire des responsables corrompus, pourris. Une chaîne, je ne sais pas, sans idée, sans motivation citoyenne. Parce que quand, à un niveau de responsabilité de l'État, et vous vous permettez de regarder le citoyen dans ses yeux pour mentir, vous vous permettez de voler le denier public pour des fins personnelles, vous vous permettez de tricher des élections, vous vous permettez de payer des élections, vous vous permettez de payer la conscience du citoyen pour l'amener vers ce qui n'est pas bien pour lui. C'est ça que vous appelez démocratie? Non. C'est maintenant le Malien peut lever la tête. C'est maintenant le Malien peut retrouver sa fierté. Parce que l'opportunité leur est encore donnée de s'asseoir, de corriger le tir, d'élire qui ils veulent sur un principe, pas sur l'argent. D'élire qui ils veulent, pas de nom ou pas de pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de Malien super puissant. Malien égale Malien. Qu'on donne la même chance, la même opportunité. C'est-à-dire à tout un chacun et à tous les niveaux. C'est ça, moi, j'appelle la démocratie. Et non notre démocratie. Quand un chef d'État vole, pille, escroque, trahit son pays, c'est ça la démocratie, au vu et au su de tout le monde. Quand un gouvernement est là, ne fait pas réellement la mission que le gouvernement doit faire pour son pays, pour sauver le peuple, c'est ça une démocratie. Quand on a des élus qui sont là, c'est-à-dire prêts à tout mettre en œuvre, de l'argent, des armes, des manigances, pour pouvoir arriver à leur fin personnelle, c'est ça une démocratie? Je dirais non. Mais c'est maintenant que le peuple a encore la chance de restaurer cette démocratie. Mon capitaine, quelles que soient les limites, les failles de la démocratie malienne, j'allais même dire du projet démocratique malien, il reste un exemple en Afrique. On voit ce qui se passe sur ce continent. Des dirigeants qui n'ont aucun respect même pour leur propre peuple. Le président malien, l'ancien, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, il a été l'un des premiers Africains à avoir pris le pouvoir par les armes et avoir respecté son peuple, organisé des élections démocratiques et partir.
revenir 10 ans après, prendre le pouvoir par des voies démocratiques, accepter ce qui était étonnant en Afrique, comme je l'ai dit, je compare aux autres pays, de respecter la dignité de son peuple en partant au nom de la démocratie. Il fallait plutôt consolider ces projets-là. Et qu'est-ce qui vous prouve qu'il allait partir? Ben, il l'a dit, on peut croire à sa parole. Il l'a dit. Je crois que c'est le même chef d'État qui avait dit en 91 qu'il n'a pas d'ambition pour revenir. Il est revenu une deuxième fois, truc et tout. Le peuple malien en sait. Mais bref, il n'y avait pas de démocratie. Le peuple en est témoin. Il n'y en avait pas. Et ce monsieur n'allait pas partir. Mais vous serez édifié beaucoup plus d'un mois à l'autre. L'histoire jugera. On était à un mois de l'élection présidentielle. Comme on était à un mois du scandale à Bamako, d'une autre guerre civile, par la faute de ce même monsieur. Mais je vous dis, l'histoire retiendra ça un jour. Mais il y a que votre coup renvoie le Mali 20 ans en arrière encore. Et moi, je trouve que le coup renvoie le Mali 20 ans en avance. Parce que c'est à travers ce coup que le Malien, le citoyen lambda, a vu, a compris ce qu'il ne comprenait pas. A vu ce dont il n'avait pas l'opportunité de voir, à savoir ce qu'on lui cachait sur son propre pays, au nom de quelle démocratie? Certains observateurs pensent que, mon capitaine, vous et vos hommes n'avez aucune expérience pour diriger ce pays. Et je leur dis merci, c'est leur interprétation, mais je vous dis quand même, depuis qu'on est là, et quel est l'acte qu'on a posé qui est un peu à manque d'expérience? Il se fonde par exemple sur l'élaboration d'une constitution en quelques heures. Et je me rappelle, la première semaine ou les 10 premiers jours, vous avez fait une nouvelle constitution et vous l'avez publiée sans passer par les voies normales qui sont celles du peuple et de l'Assemblée. Ils se disent, mais est-ce qu'ils ne connaissent pas que pour une constitution, il faut passer par un référendum? Non, ce n'était pas une constitution. C'était quoi? C'était un acte fondamental qui a déjà géré ce pays avant. Et je vous dis, le capitaine que vous voyez, ce comité-là, on a un arsenal juridique derrière. On ne pose aucun acte au hasard. Et si il y a encore des gens qui trouvent que ça a été mal fait, jamais qui peut prouver le contraire. Je vous dis, on a un arsenal derrière. D'autres observateurs se disent aussi que vous êtes otage de la troupe. C'est pas parce que je suis otage de la troupe, mais c'est parce qu'on n'a aucune garantie, aucune confiance. Mais sinon, je vous dis encore, on n'est pas là avec une idée pouvoiriste. Nous sommes là pour une raison. Et cette raison, si je pouvais la finir demain, je serais le plus heureux au monde, qu'on le comprenne. Mais quelles sont les garanties que vous demandez? Les garanties qu'on demande, simple acte et simple cadre qu'on a eu à signer dans son application, on commence à connaître des faux. Vous croyez que c'est sérieux? Où est la garantie? Où est la garantie? Au niveau du pays ici. Et si on devait laisser le pays dans les mains de ces mêmes personnes qui ont détruit ce pays pendant 20 ans, vous croyez que notre acte aurait eu son sens? Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Dis-moi si quelque chose a changé. Vous pensez que c'est encore... Non. Non. On vous a promis l'amnistie. C'est pas promettre. Amnistier? C'est pas promettre. Ça fait partir. Vous n'y croyez pas? Vous ne croyez pas à la sincérité de ces hommes-là? Sincérité de qui? De ces politiciens, de ces acteurs. Ce serait un peu trop parler, mais pour beaucoup, non. Ils ne sont pas tous corrompus, ils ne sont pas tous mauvais. C'est comme le citoyen normal. Hein. Nous ne sommes pas tous mauvais, nous ne sommes pas tous bons. Mais quand même, il y a beaucoup dont je doute de la sincérité. Et je continuerai à douter tant qu'ils ne changeront pas. Qu'ils veulent de ce Mali-là d'abord. À la prise du pouvoir, on a vu des mouvements de soutien par-ci, certains opposants et certains qui n'ont pas pu profiter de l'ancien régime se sont coalisés pour vous soutenir. Croyez-vous encore en la sincérité de leur acte? Et si vous me dites déjà profiter, est-ce qu'on doit profiter d'un régime? On doit se mettre au service de la nation, pas profiter d'un régime ou pas profiter d'une situation. Parce que là, c'est encore, quand vous dites profiter déjà, je comprends par là que c'est pour des ambitions personnelles. Qu'on ne profite pas d'un régime, parce que profiter d'un régime, c'est profiter de l'État. C'est ma lecture de la chose. Mais qu'on se mette plutôt au service de la nation. C'est ça qu'on a besoin. Je veux dire, avec le recul aujourd'hui, est-ce que vous croyez en la sincérité de leur acte? De qui? De ceux qui se sont levés pour
applaudir, dire Non, qu'ils vous soutiennent? je respecte, je dis encore une fois, je respecte et je respecterai l'avis de de chaque citoyen. De chaque citoyen. C'est-à-dire, tout un chacun est libre et sera libre dans ce pays-là pour s'exprimer, dire ce qu'il veut, dire ce qu'il pense, mais dans le respect, bien sûr, et les normes. Quand je dis respect, c'est pas parce qu'on ne doit pas parler au comité, ou on ne doit pas parler... Non. Quelqu'un qui dit que le putsch n'est pas bon, il condamne, c'est son droit, il le dit. Celui qui dit d'accord, je ne condamne pas, mais je n'ai pas voulu, c'est bon. Celui qui dit je le supporte, c'est son droit de le dire. On n'a rien contre personne et tout un chacun est libre de s'exprimer. Mais moi, je juge par contre les personnes pour les actes posés ou les services rendus à la nation. Vous êtes un capitaine, si je ne me trompe pas, vous êtes instructeur au Britannique militaire? Non, j'étais instructeur à l'école militaire intérim. Ok, vous étiez instructeur, ce qui suppose que vous n'avez pas forcément les hommes avec vous. Et comment se fait-il que c'est vous qui prenez le pouvoir? Est-ce que c'est parce que vous êtes un meneur d'hommes ou c'est un arrangement? L'armée a la réponse. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi un capitaine instructeur qui sort, il prend le pouvoir. J'ai beaucoup commandé aux hommes. Je ne suis pas un capitaine venu d'hier comme instructeur. J'ai passé pratiquement la majeure partie de ma carrière militaire avec les hommes. Ça, je vous l'ai dit, j'en ai connu assez. Vous avez été l'un des plus jeunes sous-officiers du Mali à l'époque. Je peux dire le plus jeune. Confirmé? Je peux dire le plus jeune. Ok. Le plus jeune, c'était dans les années 1988, 89. Ok. Ouais. Certains Maliens s'inquiètent de l'avenir du pays. D'autres ont envie de fuir compte tenu de l'évolution de la situation. Ils ont envie de quitter le pays pour se retrouver. La vie est de plus en plus difficile. Ils n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Même une seule fois, c'est difficile compte tenu de la crise. Qu'est-ce que vous leur direz? Je crois que la crise, ce n'est pas la crise d'amener ça. Le Malien ne mangeait même pas 3 fois par jour, bien vrai sous le même régime que vous trouvez démocratique. La crise a aggravé la situation. Si, ça c'est très normal. Après des périodes comme ça, il y a des turbulences. Ça c'est naturel, c'est normal. Mais c'est le moment où on demande à tout citoyen malien de venir pour la construction de l'édifice public. C'est le moment où jamais, où on a besoin de tous les Maliens, de toutes les filles et de tous les fils de ce pays. Au nord, des Maliens sont presque pris en otage, à qui on impose la charia. Pas de soins de santé de qualité et ils n'arrivent pas à manger. Les organisations humanitaires n'arrivent pas à acheminer la nourriture. Ces Maliens-là souffrent. Qu'avez-vous à leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je dis, c'est ma priorité. C'est les fils et les filles de ce pays qui ne se sentent, c'est-à-dire à aucun moment donné, abandonnés aux autres. Les réalités de notre armée, les réalités avant ont fait que l'armée n'était pas en mesure, bien sûr, d'accomplir ses missions régaliennes. Mais que personne ne se sente abandonné, que personne ne se sente oublié. On est là, on va tout mettre en œuvre pour encore assurer leur sécurité et réinstaller non seulement la présence militaire et l'administration malienne dans ces mêmes régions. Lorsque la rébellion a proclamé l'indépendance de la République de l'Azawad en tant que Malien, en tant qu'officier malien, quel est le sentiment qui vous anime? J'étais déçu. Déçu. Parce que peut-être c'est mort que je l'accepterai. Mort, je l'accepterai. Je le dis encore, mort, je l'accepterai. Merci. Mon capitaine, on est à la fin de cette émission. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur et que vous avez envie de dire aux Maliens, à l'Afrique et au monde entier? J'aimerais dire au peuple malien, à l'Afrique, au monde entier et à tous les amis du Mali, tous les partenaires du Mali. C'est-à-dire que c'est l'heure de s'unir, c'est le moment de venir ensemble pour non seulement faire face à la priorité, qui est le problème du Nord, et ensuite faire de ce Mali ce que le citoyen attend voir de ce but-là demain. Et encore une fois, je vous remercie. Merci mon capitaine. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et tu recevais aujourd'hui le capitaine Amadou Aya Sanogo. Bonne suite de programmes sur la première télévision panafricaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique, notre cher continent.